Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je veux entamer l'étude des séismes. Les séismes ou les tremblements de terre sont des phénomènes géologiques internes comme la dérive des continents, comme la mobilité des plaques lithosphériques, comme on va voir plus tard, on va parler des volcans. Ce sont des phénomènes géologiques qui se déroulent à l'intérieur de la Terre. C'est pour cela qu'on les appelle les phénomènes géologiques internes. Pour les séismes, on connaît que les séismes provoquent beaucoup de dégâts. Des dégâts matériels, c'est-à-dire la destruction des routes, la destruction des bâtiments, des maisons, etc., les ponts, etc. Aussi, il y a des dégâts humains, c'est-à-dire les victimes, ceux qui sont morts, les morts et ceux qui sont blessés, etc. Là, il fallait, dès le début, il faut avoir une idée sur les séismes, c'est-à-dire il faut déterminer l'intensité. Et l'intensité, c'est parmi quoi? C'est parmi les propriétés d'un séisme. Devant l'humanité a créé beaucoup d'échelles, ce sont les échelles, pour mesurer l'intensité d'un séisme. Pour cela, on va se référer à notre livre, c'est El-Moufid. Ici, ce qu'on voit là, ce sont des documents. Ce sont les documents qui représentent les destructions, les dégâts matériels d'un séisme de l'Hoceima. C'était en 2004, c'est le 24 février 2004, à Imzoren. L'intensité du séisme était 6,1 sur l'échelle de Richter. Il y a ici des dégâts matériels, aussi là, et cette photo-là, il y a beaucoup de dégâts matériels. Mais comment on va mesurer l'intensité d'un séisme? J'ai dit il y a beaucoup de méthodes, mais c'est toujours la même méthode. On va utiliser ce qu'on appelle des échelles. L'échelle, il y a beaucoup d'échelles. Le plus connu, maintenant le plus utilisé, surtout dans les médias, ce sont l'échelle de Richter. Si on écoute, si on lit une notification sur les séismes, on va voir ce qu'il y a toujours. On va citer seulement, on va utiliser cette échelle qui est l'échelle de Richter. L'échelle de Richter, mais il y a aussi d'autres échelles. Il y a l'échelle de Mercalli. Mercalli, c'est un Italien. Il y a l'échelle de Forel-Rossi. C'est un Italien. Il y a l'échelle MSK. Ce sont les abréviations des noms des savants qui ont établi cette échelle. La différence entre ces trois échelles, ce sont des exemples, et celui de Richter, c'est que les trois échelles se basent sur quoi? Se basent sur les dégâts. Sur les dégâts matériels. Les dégâts matériels. Les dégâts matériels. Les dégâts matériels. C'est-à-dire les destructions des maisons, etc., les fissures, les dégâts des ponts, etc., les routes, etc., tout ce qui est matériel. Mais on n'utilise pas ce qu'on appelle les dégâts humains. Les dégâts humains ne peuvent pas refléter, ne peuvent pas donner une idée sur l'intensité d'un séisme.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire on ne peut pas dire, si on se base sur les dégâts humains, on ne peut pas dire qu'un séisme numéro un qui a provoqué, par exemple, 1000 morts, 1000 morts, plus 1000 blessés, plus 1000 sans-abri, etc., est plus intense qu'un séisme, ou bien moins intense qu'un séisme qui a provoqué, par exemple, 20 000 ou bien 50 000 morts, 50 millions, avec un grand nombre de blessés, etc. Si on se base sur les dégâts humains, on peut dire que le séisme numéro 2 est plus intense que le séisme 1. Alors que la réalité sera tout à fait le contraire. Il se peut que le séisme 1 soit plus fort que le séisme 2. Mais les dégâts humains sont moins importants que le séisme 2. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont influer les dégâts humains. Comme quoi? Comme l'état des constructions. L'état des constructions, c'est-à-dire comment les bâtiments, ils sont bien bâtis, ils sont très forts, sont très solides, ou bien ils sont très vieilles, ou bien ils sont bâtis avec de la terre, c'est-à-dire ne sont pas des bâtiments qui sont solides, qui sont résistants. On peut voir beaucoup de dégâts humains. Pourquoi? Parce que l'état des constructions était faible. Il y a aussi le temps. Il y a le temps du séisme. Le temps du séisme, il y a seulement deux temps, soit le jour, soit la nuit. Et la nuit, on sait que la majorité des humains sont dans les maisons. Et c'est ainsi qu'on va, s'il s'est provoqué un séisme dans la nuit, on va voir beaucoup de victimes, non pas parce que l'intensité est grande, mais il y a beaucoup d'hommes dans les bâtiments, et c'est ainsi qu'on va voir beaucoup de victimes pendant la nuit en comparaison avec le jour. Aussi, il y a la densité des humains, c'est-à-dire s'il y a une région qui y a moins dense, c'est-à-dire il y a peu de population, on va voir peu de victimes. S'il y a une grande concentration humaine, comme les villes, il y a beaucoup de bâtiments avec plusieurs étages et plusieurs familles, c'est-à-dire s'il y a un écroulement de ce bâtiment, on va voir un grand nombre de victimes. Vu ces facteurs-là, on ne peut pas se baser sur les dégâts humains pour donner l'intensité d'un séisme. C'est pour cela qu'on se base seulement sur les dégâts matériels. C'est le cas pour ces trois échelles. Mais l'échelle de Richter, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout à fait autre chose. C'est qu'elle mesure l'énergie libérée lors d'un séisme. C'est-à-dire, lors d'un séisme, il y a libération de l'énergie. Et l'échelle de Richter va mesurer la quantité d'énergie. Et à partir de cette mesure, on peut déterminer quoi? L'énergie de cet séisme, c'est-à-dire en se basant sur quoi? Sur la quantité d'énergie libérée. Mais le problème, c'est quoi? C'est comment on va mesurer l'énergie libérée d'un séisme. Pour cela, ils ont établi quoi? Un appareil qu'on appelle un sismographe. Par exemple, ce schéma-là représente un sismographe. Il est dans notre livre. C'est le livre Al-Mufid. C'est à la page 22. Le voilà.
en se basant sur ce schéma, représente un sismographe. Un sismographe, par exemple, celui-là, est constitué par un support. Par un socle, voilà. En bas, c'est un socle. J'ai dit, c'est une plateforme. Voilà, là, c'est un socle, c'est une plateforme. Cette plateforme se pose directement sur le sol. Sur cette plateforme est fixé un support. Voilà un support. Il est fixe, il est solide. À ce support est fixé un ressort. Le ressort est lié à une pendule. Et cette pendule a un poids, c'est-à-dire il peut bouger. C'est-à-dire il va faire un mouvement vers le haut et vers le bas, avec l'aide de ce ressort. Une fois la pendule est liée à un stylet inscripteur, c'est-à-dire un stylet inscripteur. Cet stylet est posé directement sur un cylindre, et ce cylindre tourne dans le sens contraire, d'une montre. Une montre tourne vers la droite, mais ce cylindre va tourner vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe lors d'un séisme? Lors d'un séisme, c'est-à-dire il y a l'énergie qui est libérée dans la Terre, dans la croûte terrestre, il va arriver à la surface de la Terre. Ici, c'est la surface de la Terre. Ici, j'ai dit, c'est la surface de la Terre. La plateforme est posée directement sur le sol. L'énergie est libérée dans la croûte terrestre à partir du point là où il s'est produit un séisme. Cette énergie va arriver sous forme d'ondes qu'on appelle d'ondes sismiques. Les ondes sismiques vont arriver à la surface de la Terre. Et c'est ainsi que ces ondes vont poursuivre leur montée dans le support. Une fois ils montent, qu'est-ce qui va se passer? Le ressort va bouger, c'est-à-dire il monte et il descend. Une fois il y a un mouvement de ce ressort, la pendule va bouger de la même façon, c'est-à-dire elle va descendre et elle va monter. Une fois la pendule bouge d'une façon verticale, il y a aussi mouvement de ce stylet inscripteur et d'une manière verticale. C'est-à-dire, il va inscrire quoi? Des lignes comme ça. Des lignes. Pourquoi? Parce que le cylindre, il tourne pendant 24 heures sur 24. Une fois qu'il y a un mouvement, s'il n'y a pas de séisme, le stylet inscripteur va seulement inscrire une ligne droite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le stylet n'a pas bougé. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de séisme. Mais s'il y a un séisme, le stylet va bouger, et d'une manière verticale selon le stylet. Et c'est ainsi qu'il va décrire un mouvement vertical du haut vers le bas. Et ce tracé-là, qu'on appelle un sismogramme, pareil, c'est un sismographe, mais l'enregistrement là, c'est un sismogramme. Qu'est-ce qu'il va enregistrer? Il va enregistrer des lignes comme ça, qui représentent un séisme. Et d'après cette ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On peut mesurer l'intensité. Pourquoi? Parce que le stylet inscripteur qui est lié à la pendule va bouger selon l'intensité, l'énergie. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup d'énergie, le stylet va bouger d'une grande manière. C'est-à-dire, il va monter vers le haut et va descendre vers le bas et s'il y a seulement une faible énergie, le stylet va bouger, mais d'une manière plus faible, plus petite que la précédente. Cela veut dire quoi? Que le tracé qu'on appelle un sismogramme est lié au mouvement de ce stylet.
Et le mouvement de ce stylet est lié à l'énergie libérée. Beaucoup d'énergie fait bouger d'une grande manière le stylet. Un peu d'énergie va faire bouger le stylet avec une faible manière. Et c'est ainsi qu'on va voir un tracé. Et d'après ce tracé qui s'appelle le sismogramme, on va mesurer l'intensité. Qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer le plus haut point. Le plus haut point. Voilà, par exemple, si je vais mesurer cette distance. Cette distance. Et je vais mesurer, ce sera en centimètres. Et je vais mesurer, et je vais calculer l'intensité. Mais maintenant, il y a une formule mathématique qu'on peut utiliser pour calculer cette intensité. Mais maintenant, il y a toujours les ordinateurs. Là, on peut trouver quoi? On peut trouver l'intensité qui est donnée par l'ordinateur. On peut voir l'intensité et on peut voir aussi cette distance qui est donnée. On peut voir le lieu où s'est produit le séisme. On peut voir aussi la profondeur du point de départ de ce séisme. Et c'est ainsi qu'on peut voir toutes les caractéristiques d'un séisme. C'est pour cela cet appareil se trouve dans un centre d'observation pour des séismes. Et c'est ainsi, s'il y a un séisme, on va voir un communiqué de ce centre. Ils vont toujours dire d'une manière très vite qu'il s'est produit un séisme. Ils vont donner toujours l'intensité, 6,1 ou bien 2, etc., selon l'échelle de Richter. C'est-à-dire, on ne peut pas se baser sur les autres échelles, comme Mercalli, etc. Pourquoi? Parce qu'ils vont se baser sur les dégâts matériels. Il leur faut beaucoup de temps pour visiter la région et déterminer. Et ce sera toujours d'une manière approximative. On ne peut pas donner avec certitude, exactitude, l'intensité selon les échelles, soit MSK, soit Mercalli, soit les autres. Mais pour l'échelle de Richter, on peut donner avec une très grande certitude, avec une précision, l'intensité de ce séisme. Le séisme, j'ai dit, il y a aussi un autre type de sismographe, mais celui-là, le cylindre est horizontal. Celui-là qu'on a déjà vu, il a un cylindre qui est vertical. Vertical ou horizontal, ce sera toujours la même chose. S'il est vertical, le stylet accepteur va bouger d'une manière verticale. S'il est horizontal comme celui-là socialement, le stylet va bouger d'une manière horizontale. Et c'est ainsi qu'on va voir toujours la même chose. S'il n'y a pas de séisme, le stylet va écrire seulement un trait. S'il y a un séisme, il va décrire ces traits-là. Ce sont les ondes sismiques. Et c'est un sismogramme. C'est la même chose. On va voir la même chose et on va mesurer la distance qu'on a déjà vue. C'est ce qui s'appelle l'amplitude. Et c'est ainsi qu'on peut déterminer l'intensité. Et c'est toujours selon l'échelle de Richter. Pour les séismes, j'ai dit que les séismes se trouvent toujours dans la croûte terrestre. On ne peut pas avoir de séisme au-delà de la croûte terrestre. S'il y avait, ce sera toujours des séismes qui sont très très faibles. Pour ce dessin-là, je vais représenter la croûte terrestre. Ici, c'est la surface de la Terre, Ici, c'est la croûte terrestre et c'est l'épaisseur. Et c'est l'épaisseur de la croûte terrestre. Supposons que le séisme s'est produit à ce point-là, là où il y a une cause qui a provoqué le séisme. Et le séisme, c'est-à-dire c'est l'accumulation, c'est la libération d'énergie
qui s'est accumulé dans un point donné dans la croûte terrestre. Généralement, il y a toujours une faille. Il y a toujours une faille. Une faille qui va provoquer, qui est l'origine de séismes. Les plus grands séismes du monde, il y a toujours une faille, une grande faille qui se trouve dans cette région. Par exemple, la région d'Agadir, il y a une faille c'est une faille transformante qui vient de l'océan Atlantique et qui part et qui arrive à la région d'Agadir. Ce séisme, cette faille est toujours vivante, si on peut dire ça, et on va voir un mouvement un certain temps. En Californie, en Amérique, il y a une autre faille qui s'appelle San Andreas, il provoque des séismes en Californie. Il y a des séismes en Algérie, dans l'Aslam al-Jazairi, la ville d'Aslam. Il y a aussi une faille. En Mexique, il y a toujours des failles. En Russie, ce sont là les plus grands séismes du monde. En Iran, il y a toujours, en Turquie, il y a des séismes. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement des plaques lithosphériques là, et il y a toujours des failles. S'il y a un séisme, ce point-là, j'ai dit, il y a libération de l'énergie. Il y a libération de l'énergie. Cette énergie va être libérée dans tous les sens. Dans tous les sens. J'ai dit tous les sens, c'est-à-dire vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, etc. C'est-à-dire la propagation de ces ondes sera comme un ballon. Si je représente, ce sont des cercles, mais il faut imaginer que ce sont des ballons, c'est-à-dire l'énergie se propage dans toutes les directions. Et ce sont les ondes qu'on appelle les ondes sismiques. C'est quoi les ondes sismiques? C'est l'énergie. C'est l'énergie. Une fois il se propage, il va arriver après un certain temps, il va arriver à la surface de la Terre. Et c'est ainsi qu'on va voir l'arrivée du séisme à la surface de la Terre. Ici, ce point-là est appelé, c'est certain, le foyer. On l'appelle le foyer. C'est quoi le foyer? C'est le point de départ du séisme. Il se trouve toujours dans la croûte terrestre. La profondeur de ce foyer est différente. Il est différente, c'est-à-dire il se peut qu'il soit moins profond ou bien plus profond. C'est-à-dire, ça, c'est la différence entre les séismes en parlant du foyer. Le foyer, ou bien on l'appelle l'hypocentre. C'est-à-dire, c'est le centre qui est inférieur. C'est-à-dire, on a deux noms, le foyer ou bien l'hypocentre. L'autre point qui est important, c'est celle qui se trouve à la surface. Là, ça s'appelle l'épicentre. C'est-à-dire comme le centre qui est en haut. Et il y a une relation directe entre l'hypocentre, ou bien le foyer, et l'épicentre. Cette ligne, c'est une ligne droite. Cela veut dire quoi? Que l'épicentre se trouve toujours au-dessus, juste au-dessus. Ils sont reliés par une ligne droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le plus proche point du foyer, c'est l'épicentre. C'est-à-dire la distance entre les deux, c'est la plus courte distance. Cela veut dire quoi? S'il y a une ville là, ou bien une autre là, il y a une distance. Il y a une distance D1, il y a une distance D2. Les distances sont D1, c'est pour les deux, c'est-à-dire la plus courte distance, c'est entre l'épicentre et l'hypocentre. Pourquoi? C'est ainsi qu'on peut donner comme définition. Qu'est-ce qu'un épicentre? Comment on va reconnaître que c'est l'épicentre? C'est là, on va voir la plus grande intensité. C'est la région qui va connaître
la plus grande intensité s'appelle l'épicentre. Le point de départ du séisme s'appelle l'hypocentre ou bien le foyer. La relation entre les deux, j'ai dit, c'est qu'il y a une ligne droite. Cela veut dire quoi? S'il y a un centre ici, c'est une ville V1, la distance est plus grande. Donc c'est ce qu'on appelle la distance D1, ici la distance D2. Plus la distance augmente, l'intensité ici va diminuer. Ici, on va voir la plus grande intensité. L'intensité va diminuer. S'il y a une ville V2 avec une distance D3 qui est plus grande que D2, cela veut dire quoi? Que l'intensité à V2 sera inférieure à l'intensité V1. S'il y a une autre ville qui est V3, avec une distance D4, c'est plus grande distance. Plus on s'éloigne du foyer, plus l'intensité va diminuer. C'est la même chose si on observe ça au niveau de la surface de la Terre. L'épicentre, c'est la région que va connaître la plus grande intensité. En s'éloignant de l'épicentre, l'intensité va diminuer. Mais pourquoi l'intensité va diminuer? Parce que en s'éloignant de l'épicentre, alors en même temps on s'éloigne du foyer là, c'est-à-dire le point de départ du séisme. Que ce soit à gauche ou bien à droite, c'est toujours la même chose. Une ville 4 avec une distance D5. Plus cette distance augmente, plus l'intensité diminue. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne du foyer. Et c'est ainsi qu'on va voir la propagation continue, la propagation des ondes sismiques dans tous les sens. Et cela se propage aussi à la surface de la Terre. Et c'est ainsi qu'on va voir une propagation dans la croûte, c'est-à-dire dans l'épaisseur, et une propagation à la surface de la Terre. Une propagation à la surface de la Terre. Et c'est ainsi que le séisme va atteindre des villes, des centres qui sont plus loin que l'épicentre. Mais d'une manière générale, l'épicentre, je répète, c'est l'endroit où on va ressentir la plus grande intensité, mais en s'éloignant, l'intensité va diminuer. Et c'est ainsi qu'on va maintenant voir les trois propriétés, c'est-à-dire il y a l'intensité, il y a le foyer, c'est la deuxième propriété, et il y a l'épicentre, ce sont les propriétés d'un séisme. L'intensité, j'ai dit, c'est l'énergie libérée, il sera mesurée d'une manière efficace par l'échelle de Richter, par les sismographes, et les autres vont utiliser les dégâts matériels. Le foyer, c'est le point de départ, il se trouve à l'intérieur de la croûte avec des profondeurs qui sont différentes. Aussi, il y a le point à la surface, le centre, c'est l'épicentre, c'est là où on va ressentir la plus grande intensité. En s'éloignant de l'épicentre, l'intensité va diminuer. En s'approchant de l'épicentre, l'intensité va augmenter. Je vais terminer cette vidéo. Je vais continuer dans l'autre pour parler des propriétés des ondes sismiques. Seulement avant de clore cette vidéo, les ondes sismiques sont trois types. Il y a les ondes qu'on appelle les ondes sismiques primaires ou bien P, c'est-à-dire primaires. Il y a les ondes sismiques qui sont les ondes sismiques S, c'est-à-dire secondaires, et les ondes sismiques L sont longues, c'est-à-dire les ondes longues. Et on va voir les propriétés de ces ondes sismiques P, S, L, primaires, secondaires et longues. Aussi, il y a aussi une terminaison
qui est propre à ces ondes sismiques, c'est-à-dire d'autres termes, d'autres noms pour ces ondes sismiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.